ce soit presse, radio ou télé. Il y a une première partie qui est quand même d'acculturation. Ensuite, il y a effectivement d'édicter ces règles-là, donc écrire des chartes. Puis il y a des tests, il y a des essais. Alors il y a des journaux qui le font sur la correction orthographique, sur la réécriture. Certains vont aussi l'écrire, par exemple, du passage de la vidéo à des extraits. Donc si on parle d'extraits, par exemple, d'émissions, il faut derrière écrire le chapeau, le titre, réécrire le contenu, le résumé. C'est très long. Donc il y a plein d'automatisations qui peuvent être hyper intéressantes de cette manière. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Mediarama, le podcast audio que vous avez l'habitude peut-être d'écouter, dispo sur vos plateformes de streaming et qui est aussi un podcast vidéo puisqu'il est filmé. C'est un des premiers épisodes que je filme et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Harry Coutts, consultant en innovation chez Viséo, mais aussi grand passionné d'IA générative, notamment depuis l'éruption de GPT-3. Tu as notamment créé tes propres sites médias et donc on va en parler aujourd'hui. Harry, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être là. Écoute, merci. Merci. J'espère que tu seras aussi heureux à la fin de l'épisode probablement. Que tu l'es maintenant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir de t'avoir. Sans attendre, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans le chaudron de l'IA générative ? Alors, dans mon métier, je regarde toujours toutes ces nouvelles technologies. Le but, c'est de conseiller mes clients sur ce qui arrive, ce qui est en train d'être fait et comment leurs cas d'usage pourront être pertinents avec ces nouvelles technologies-là. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle technologie, j'essaye de tester, de comprendre, de trouver les limites pour pouvoir ensuite l'expliquer à mes clients. Et dans le cas de l'IA générative, il y avait beaucoup de fantasmes, mais aussi beaucoup d'incompréhension sur l'utilisation, les capacités et les limites. Et donc, j'ai voulu pouvoir tester ces limites jusqu'au bout, on va dire, et je continue encore aujourd'hui. On est encore dans un monde fabuleux où on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Ça ne s'arrête jamais. Et on ne connaît pas les limites. Exactement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé ces sites-là. Ouais, je l'ai dit en introduction, tu es derrière 2 sites médias, Cuisine Génération et l'autre, Tech Génération. Alors, je vous invite peut-être, si vous écoutez cet épisode, ou le regarder, puisque au deuxième clin d'œil, à faire pause et puis aller peut-être voir les sites, ouvrir vos onglets. Cuisine Génération et Tech Génération, a priori, si on tape ça dans Google, t'es bien référencé ? Normalement, oui. Bon, tu le trouves. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ces 2 initiatives et leurs particularités ? Donc, mes 2 parents sont journalistes, ce qui fait que je baigne, on va dire, dans le monde des médias depuis que je suis enfant. Et il y a toujours cette peur que certains journalistes vont être remplacés par des IA ou par d'autres types d'outils. Et donc, le but était de tester si effectivement cette peur pouvait se créer ou être réaliste avec GPT-4. Et donc, j'ai voulu voir les limites sur à la fois la création d'un contenu complètement original, c'est le but des recettes de cuisine, et à la fois sur ce qu'on appelle le bâtonnage en presse écrite, c'est-à-dire réécrire des brèves, des nouvelles qui sont déjà sourcées pour voir si on est capable de le faire d'une manière automatisée. D'accord, donc c'est ce choix d'un site quasiment autonome, Cuisine Génération, enfin je dis quasiment, mais... Les 2 sont autonomes. Les 2 sont autonomes, mais il y en a un qui s'appuie sur une matière Exactement. Existante, qui est plus de la curation, du bâtonnage de dépêche, et l'autre, vraiment pour le coup, là, c'est vraiment de la pure création. Est-ce qu'il y a un modèle économique, ou c'est vraiment de la pure Alors, c'est une question que je me suis posée dès le départ. Est-ce que je voulais aller jusqu'au bout et Parce que tu vois, dans un média, ça fait partie, c'est des jambes importantes un peu dans le modèle. En fait, j'aurais pu optimiser plus le SEO, faire du SEM et des pubs. J'ai décidé de pas le faire parce que je voulais l'utiliser comme une plateforme technique, technologique, montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, j'ai fait le choix de pas optimiser cette partie-là. Je connais des dizaines de sites qui le font. Il y en a énormément maintenant qui gagnent des centaines, des milliers même d'euros potentiellement parce qu'ils vont être très bien référencés, parce qu'ils vont pouvoir utiliser l'IA sur plein de directions différentes et d'une manière assez rapide. Le coût est excessivement faible. Ça veut dire que ça coûte... Le coût de production, de ces sites, ça coûte quelques euros par jour, même pas.
Même pas, ça peut être des centimes, hein, ça dépend comment on le fait. Donc le coût de production est tellement faible que n'importe quelle valeur ajoutée qui va être faite ou n'importe quel revenu va déjà couvrir les frais. Ça va être rentable. Et ça, c'est assez fort. On va rentrer quand même un peu dans le détail, expliquer ce qui est par exemple, ce qui, à mon sens, le plus représentatif cuisine génération. J'explique, tu me dis si c'est ça, c'est vraiment donc un site de recettes de cuisine entièrement généré par l'IA générative. Donc, quand je dis entièrement, c'est à la fois la recette est inventée chaque jour, mais également l'illustration qui accompagne la recette. C'est une image qui est générée par l'IA et c'est une recette qui est, je dis entre guillemets, censée avoir été proposée par un chef ou une chef qui, elle ou elle-même, n'existe pas. C'est-à-dire a été générée, mais et là, tu peux peut-être nous donner un peu plus de détails. Pour autant, c'est pas des nouveaux chefs à chaque fois. Il y a une espèce de persistance un peu dans tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement ? Alors, c'est intéressant déjà parce que au départ, je pensais que Tech Génération allait être celui peut-être que les gens allaient me ressortir le plus. Et effectivement, comme je vois ici, c'est celui de la cuisine a peut-être plus d'impact pour plusieurs raisons. On va en parler. Et donc, effectivement, le but était de pouvoir créer des chefs, ce que j'ai appelé des chefs génératifs. Donc, qui vont avoir un nom. Ils sont tous dérivés de IA générative ou de IA créative. Donc, je les ai pas créés moi, j'ai demandé à ChatGPT de les faire. Oui, c'est ça. T'as vraiment poussé l'exercice à son paroxysme. Exactement. Pour que tout vienne un peu de l'IA générative. Exactement. Les bios sont elles-mêmes aussi écrites par ChatGPT. J'ai demandé d'écrire des bios de chefs qui ont plus ou moins tel âge, qui viennent de plus ou moins telle origine, ce qui a permis de créer une bio. Les photos elles-mêmes sont effectivement aussi générées, bien entendu. Et ensuite, à chaque recette, effectivement, un chef est choisi pour créer une recette. Et ce chef-là a sa bio, donc, qui va lui écrire cette personnalité. Et cette personnalité va être réutilisée dans l'écriture par ChatGPT en tant que, on va dire, cadre pour écrire cette recette. D'accord. Et ça, alors, sans entrer trop dans le détail des techniques, mais ça veut dire qu'à chaque fois, donc toi, tu as monté en utilisant les API de ces outils. C'est ChatGPT en l'occurrence. C'est ChatGPT version APIisée, effectivement, ce qui est utilisé aujourd'hui en entreprise. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu vas demander une recette, je sais pas combien de fois par jour. J'ai limité une fois toutes les 4 heures. D'accord, donc tu as une nouvelle recette qui arrive toutes les 4 heures de manière automatique et donc de manière aléatoire, c'est un des chefs qui est choisi et sa bio est envoyée dans la demande, dans le prompt, c'est ça. En disant invente-moi une recette. Exactement. Et pardon, et dans le détail, c'est sur des recettes, tu donnes des indications, ça fait longtemps que Alors, il y a des indications très précises. Tout d'abord, il y a un choix, si c'est une entrée, un plat, un dessert. Donc ça, c'est aléatoire également. Ensuite, dans les indications, il faut toujours qu'il y ait des produits de saison, donc je rappelle la date. D'accord. Et donc, il faut qu'il y ait des produits de saison. Il y a un nombre de produits restreint. Je crois que c'était entre 2 et 5 que j'ai mis. Et puis ensuite, des ajouts d'autres produits qui peuvent être mis, pareil, entre 2 et 5, ce qui va créer un peu d'aléatoire, mais en même temps en étant dans un cadre très contrôlé. Il y a un plan à suivre. Donc, comme dans n'importe quelle écriture de n'importe quel site de presse ou autre, il y a un format. Et ce format est toujours tenu. On va avoir le temps de cuisson, le nombre de personnes, le temps de préparation. Et ensuite, on va avoir effectivement la pâte du chef. Donc, je ne demande pas par exemple, je vais pas demander spécifiquement un poulet sauce je ne sais quoi, mais je vais dire un plat avec de la viande. Et ensuite, selon la bio du chef, en fait, c'est là où l'invention va être créée. Parce que le chef vient du Maroc, parce que le chef vient d'Inde, on va avoir des recettes qui vont être calquées un peu sur... même dire les préjugés finalement de ce qui peut être fait derrière. Hein, et ce qui est assez intéressant, il y avait eu je sais plus, ça devait être BuzzFeed, je crois, qui avait fait un article sur les Barbies du monde, et puis en fait, on était que dans les clichés, mais vraiment très, très dark parfois. C'est assez cliché hein, finalement, parce que j'ai demandé aussi sur certains qu'il y ait des blagues, aussi des histoires personnelles. Il y a des chefs qui sont mariés, il y a des chefs qui racontent leurs histoires de leurs parents. Donc voilà, quand j'étais enfant en Inde, voilà ce qui se passait. Voilà les blagues qu'on faisait ensemble, donc ça donne une touche un peu personnelle. Et effectivement, tout ça est probablement basé sur des préjugés que l'IA a gardé dans toute sa mémoire de tout son entraînement et qui ressort d'une manière qui est pas on va dire trop ostentatoire, mais qui peut se ressentir si on lit vraiment les détails. Comme au départ je lisais vraiment pour essayer de comprendre. Là j'ai un peu lâché, je veux dire il y en a beaucoup trop, mais on voit quand même ce côté un peu préjugé. Et effectivement, si on pousse un chef indien, on va avoir très vite du curry, forcément tandoori, des choses comme ça. Parfois des recettes assez originales hein, d'ailleurs, avec des mélanges, parce que j'ai demandé que ce soit très mélangé, on va dire, que ce soit quelque chose d'un peu multi-ethnique, voilà, que ce soit quand même pas
juste sur le préjugé précis. Et puis ensuite, on va avoir des préjugés de son enfance si elle est en Inde versus son enfance si elle était au Maroc versus si elle était en France. Et il va y avoir des allusions, on va dire, personnelles qui vont être un peu différentes, ce qui est aussi intéressant. Et comment tu gères justement, parce qu'on parle souvent dans l'IA générative d'hallucinations, donc un peu des défauts de l'IA. Toi, tu me dis que tu ne relis plus ces recettes, comment est-ce que tu Alors, il y a gères ça sur le site, je pense qu'on en parlera après de Tech Génération, c'est un peu différent. Sur le site des recettes, j'ai poussé un peu la créativité. Donc, il y a ce qu'on appelle la température, qui est un paramètre de ChatGPT qui permet de plus ou moins demander d'être dans les mots les plus probables. Parce qu'il faut rappeler ChatGPT, c'est probabiliste. C'est probabiliste. Et on peut lui demander d'écraser les probabilités. Donc, plus on va augmenter la température, plus il y a un risque qu'il va prendre ce qui est moins probable. D'accord. Donc, j'ai augmenté, entre guillemets, la créativité sans que ce soit complètement au max pour justement avoir des choses un peu différentes. Il se trouve que je ne contrôle pas forcément ici les hallucinations, clairement. Parce que le but, effectivement, c'est aussi un peu d'halluciner sur ses histoires personnelles et qu'il génère de la créativité. Ouais. Il se trouve que sur les recettes elles-mêmes, il y a des choses probablement qui vont pas. Mais dans l'ensemble, ça se tient quand même pas mal. Alors, est-ce que ça se tient parce qu'à première vue, ça se tient? Ou est-ce que ça se tient réellement dans la cuisine? C'est une autre question. J'ai fait une dizaine de recettes. Que j'ai réalisé, que j'ai même amené à des meet-up pour montrer, regardez, ça marche. Toutes celles que j'ai réalisées étaient très très bonnes et originales d'ailleurs. C'est ça qui était intéressant. Ouais. Parfois je recherche et je vois qu'elles n'existent pas. Elles viennent d'être créées. Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc effectivement, j'ai pas eu de problématique, on va dire. De ce côté-là, voilà. Et on t'a pas remonté. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui trouvent le site, qui pensent que c'est un vrai site et qui c'est possible. Vous parlent, qui remonteraient une recette en disant mais c'est quoi cette recette? Moi il y en a une que j'ai pas faite où je voyais tout de suite que le temps de cuisson allait pas. D'accord. Je pense que c'est là où il y a la plus grosse problématique, ça va être les temps de cuisson des viandes, par exemple. Parce que c'est quoi? C'est quelque chose qui est pas scientifique. Ouais, c'est selon en plus sur les bases qu'il peut avoir. Déjà, il va faire des traductions entre du thermostat à l'américaine en puissance et puis parfois d'ailleurs on a les deux. Les degrés. Passer de cup à centilitres. Enfin, il y a des choses aussi qui sont Lost finalement in conversion. Exactement. Et puis effectivement, peut-être que dans une recette qu'il aura appris, il y a tant de temps de cuisson pour un bout de viande, et en fait dans l'autre recette, ça devrait être plutôt autre chose. Ouais. Et donc effectivement à ce moment-là, ça peut ne pas correspondre. D'accord. C'est tout à fait possible. Donc j'ai pas encore, mais je vais rajouter quand même un bandeau sur les deux sites. Là, ça fait à peu près 6 mois, un peu plus. 6 mois que ça a été lancé. Et je pense que je vais rajouter comme un bandeau. Alors c'est expliqué j'ai mis des petits, dans le à propos. J'ai mis des petits endroits pour essayer d'expliquer. Que ce soit dans le directeur de publication qui est ChatGPT. Alors j'ai pas le droit, donc c'est moi et ChatGPT, mais le directeur de rédaction c'est ChatGPT. Que ce soit justement dans le à propos pour bien expliquer. Voilà, Cuisine Génération par exemple, c'est un nouveau site de recettes de cuisine avec une particularité, tout le contenu est écrit par nos rédacteurs génératifs. Attention, les recettes ne sont peut-être pas correctes, mais c'est le futur. Voilà. Voilà. Mais peut-être qu'il faut l'ajouter dès la première page en bandeau ou autre. Donc, je sais pas. Je vais y réfléchir. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas forcément comprendre le côté par nos rédacteurs génératifs. Ce qui est fort aussi, et alors on le voit pas forcément à l'image, mais ceux qui iront voir le site, c'est que les photos elles-mêmes sont générées. Ouais. Et donc on a des belles photos qui sont elles-mêmes fausses, basées sur le titre de la recette. Donc parfois le titre ne correspond pas exactement. Oui, donc là tu parles pas de la photo des chefs, mais de la photo de l'illustration des recettes elles-mêmes. Parce que comme les recettes sont nouvelles, personne les a réalisées, il faut quand même les illustrer. Ce qui est aussi un point qui... Et ça c'est quand même, c'est fou parce que comment tu décris une photo par rapport à un plat, c'est comment il... En fait, c'est finalement assez simple. Déjà, dans un prompt, alors ce qu'on appelle les prompts, c'est les invites de commande, on appelle ça en français. Les instructions de commande. On va donner, dans ces IA d'images, on va déjà lui donner un cadre. Donc, elles sont toutes sur le même cadre qui est dans un plat, sur une table, mode Instagram, recette de chef, etc. Fond flou, exactement. Ce qui donne déjà un côté un peu professionnel. Et ensuite, souvent, le titre va suffire. Alors, il y a eu des petits ratés parce que peu à peu, mes chefs ont déliré et ont créé des titres qui ont aucun sens. Et ça dégénère. Et ça, c'est parce que je lui redonne les anciennes recettes pour pas qu'il les recrée. D'accord. Et en fait, à un moment, quelqu'un a commencé à nommer, je ne sais pas, un des chefs commençait à nommer. C'est-à-dire, il y avait des choses type le balai des 4 saisons, je sais pas, des choses comme ça. Envolé lyrique. Et comme c'était dans le prompt qu'on renvoyait à ChatGPT, il s'est dit, comme les anciens, ils commencent à avoir ces noms-là, moi aussi, je vais lui donner un nom. Et donc maintenant, elles ont toutes des noms. C'est impossible de sortir de cette boucle infinie, il faudrait que je l'enlève. L'évasion d'octobre. Voilà.
Et au départ, si on regarde les toutes premières, c'est pas du tout le cas. Il y a Popillette de veau, enfin, et voilà, des choses. Donc, il y a un moment, il y a eu quand même cette créativité qui est venue et qui est restée. Et à un moment, il y avait plus que les noms. Et maintenant, c'est revenu à les noms plus quelque chose de... Deux points. Donc, il y a vraiment qui permet au prompt de... Et donc là, pendant un moment, les images étaient vraiment, on va dire, créatives parce qu'elles étaient qu'est-ce qu'un plat de valse de je ne sais pas quoi. Ouais. Il fallait vraiment trouver. Donc, il y avait des choses qui étaient assez oui, originales. alors que si tu as un risotto, bah, il faut que ça ressemble quand même à un risotto. Exactement. Et donc là, on est revenu à quelque chose d'un peu plus concret, donc ça marche plutôt bien. Ça c'est plutôt rigolo. Et sur Tech Génération, donc alors c'est pas que c'est moins fun, hein, c'est un autre travail. Donc là pour le coup, tu te bases sur des sources de médias existants. Donc là, effectivement, on est sur... C'est de la curation, c'est quoi exactement? On est sur vraiment du contenu éditorial. Alors, on va dire l'origine, c'est de dire sur les sites de tech français et sans aucune animosité ou aucun jugement, beaucoup des news vont être tirées de news américaines, ce qui est assez logique, c'est normal. Souvent, les boîtes... Ils sont mieux staffés, elles sont là-bas, ils ont les sources. Exactement, ça va sortir d'abord là-bas, etc. Donc, c'est assez logique de ressortir de là. Et donc, ce que je voulais tester, est-ce que toute cette partie-là, finalement, on peut complètement l'automatiser tout en gardant un style, tout en gardant une façon de faire et tout en gardant une cohérence des propos. Ouais. Et donc, effectivement, il y a 3-4 sites qui sont dans des flux RSS qui tournent toutes les heures, je crois. Donc, toutes les heures, on regarde le flux de tous ces sites-là. Et là, l'IA elle-même choisit lesquels seraient pertinents à écrire, sachant que elle a déjà écrit tout ça en arrière. Voilà les dernières qu'elle a écrites, histoire de pas faire des doublons. D'accord. Ça arrive un peu, mais rarement. Et comment elle sélectionne sur quel... Je lui dis, tu es un éditeur de sites technologiques, voici les derniers articles que tu as écrits, voilà les derniers sur lesquels tu peux te baser, en lui donnant les titres. Et elle choisit. Et elle choisit en disant, je prends ça, ça et ça, et je le mets dans un backlog. Mais avec une vraie ligne éditoriale ou c'est random? Est-ce que ça va chercher voir un peu là, c'est vraiment des tendances là, c'est sans aucune tendance spécifique. C'est vraiment basé sur ce qu'elle pense. D'accord. Donc là, il y a une question un peu de boîte noire. Ouais. Pourquoi ça plutôt qu'un autre? Pour l'instant, j'ai pas vu de problématique c'est pas aléatoire, spécifique. parce que ce serait plus simple. C'est pas aléatoire, c'est un choix. Je lui demande de choisir. C'est-à-dire qu'il y en a 10, tu en sors, je crois que j'en sors à chaque fois maximum 2 à 5. Enfin, c'est pareil, il y a un chiffre max. D'accord. Et donc, elle en doit en choisir. Et elle va en choisir par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle pense être correct. Ok. Et basé sur les anciens, basé sur les anciens. Ok. Voilà. Donc, s'il y a 2 fois le même titre, elle va pas le mettre. S'il y a 2 fois les sorties des derniers MacBook comme hier, elle devrait pas en mettre trop. Et les sources sont citées systématiquement. Les sources là, sont systématiquement citées avec le lien vers l'article en fin d'article. Toujours, ouais. Et comment est-ce que, donc pareil, celui-là, tu le monétises pas, autre expérience, etc., qui continue de tourner. C'est quoi l'avenir de ces 2 sites? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Pour l'instant, il reste pour preuve technologique. Alors, je crois qu'il doit y avoir 3000, 4000 articles sur Tech Génération déjà écrits, ce qui est hallucinant, en fait. C'est quand même pas mal. Les recettes de cuisine, j'ai un peu limité, parce que sinon, il y en aurait des milliers aussi. Ouais. Et c'est là où on voit que c'est impossible à suivre. Personne n'a le temps de lire autant d'articles, finalement. Et en fait, quand je vois les sites de ceux qui monétisent, ceux qui passent, c'est qu'en fait, ils peuvent en faire 1000 dans la journée, sur tous les mots-clés. La technique qui marche bien, c'est je regarde les mots-clés en ce moment. Ouais, et là, quelles sont les tendances qu'est-ce que cherchent les gens en ce moment, et j'écris là-dessus. Et là, j'écris là-dessus pendant 2 jours, 3 jours sur exactement les recherches. Je vais peut-être faire modifier certains de mes articles automatiquement aussi par une IA. Tiens, faudrait rajouter dans les articles qui parlaient de ce sujet-là, comme il y a eu une mise à jour, tu les changes tous et tu rajoutes cette partie-là pour que ça marche bien en SEO. Les liens internes, tout ça est complètement automatisable. Et donc, on peut faire vraiment des choses qui vont de bout en bout. Je suis pas encore allé sur ça, mais voilà, c'est tout à fait possible de le faire. Je t'ai pas demandé, c'est quoi le trafic que tu as aujourd'hui sur ces sites? C'est pas énorme, hein. On a quelques dizaines, centaines de personnes par jour, mais ça reste pour aucune publicité, quasi, à part les articles que j'ai pu avoir de journaux qui étaient plutôt sur ce que c'est que sur la réalité de ce qu'il y a dedans. Ouais. Il apparaît quand même dans des milliers de recherches, ça, sans problème, hein, des dizaines de milliers de recherches même. Il apparaît dans la partie Discover de Google, il apparaît dans la partie Google News aussi. La tech Génération et Discover Cuisine Génération apparaît plus dans Discover. Et Google Discover, Google News savent que c'est ils ont un média génératif. Alors ils ne posent pas la question parce que en fait leur parti pris est très intéressant. Dans les guides de Google, l'idée c'est pas de savoir si c'est une IA ou pas qui a écrit, c'est est-ce que ça a été écrit à un but pour un utilisateur, pour qu'il comprenne, pour qu'il y ait un contenu intéressant, et que ce soit une IA ou un humain. Ce qu'ils préconisent, c'est qu'on l'écrive. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est que ce soit du contenu pertinent et intéressant. Ouais, est-ce qu'il fait autorité, etc. Exactement. Et donc, en fait, Google, clairement, non pas se fiche, mais c'est pas du tout un critère pris en compte. Non. Donc il ne pose pas la question. Et franchement, lire Tech Génération en tant que curation de tous ces sites américains,
Ça marche très bien. On a vraiment les news. Tu le lis régulièrement? De temps en temps, je relis des articles effectivement, ils sont bien. Et puis souvent, c'est un peu plus résumé parce que je limite un nombre de paragraphes. Et donc, il n'y a pas d'erreur. C'est les bonnes citations. C'est bien écrit correctement le plus souvent. J'ai un peu exagéré les styles pour qu'il y ait quelque chose de visible. Il y a 2 styles. Il y a une style un peu interrogatrice, avec quelqu'un qui se pose tout le temps des questions. Puis il y a un style de quelqu'un qui fait plutôt des blagues. Donc, il va toujours démarrer par une citation vraie ou fausse, mettre un peu des blagues autour et à la fin. Et des titres un peu en blague. Donc, on retrouve, par exemple, quelque chose qui... Tu identifies toujours, toi, qui est l'auteur. C'est très simple. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup dans les sites. C'est par exemple des parties interrogatives dans les titres. Ouais. Il y en a une, il a fait que des questions interrogatives. Et parfois, c'est un peu... c'était pas nécessaire, quoi. Est-ce que Meta a réellement lancé parce que là, ils ont alors que l'article, c'est Meta a lancé. Exactement. Donc là, est-ce qu'elle a réellement lancé? La réponse est oui. Mais en fait, on le voit beaucoup dans des titres de fact-checking, par exemple. Souvent, c'est est-ce que machin a réellement dit ça? Ouais. Alors qu'ils auraient prévu de mettre la réponse mais ça permet aux gens de cliquer. Donc, ça fonctionne bien. Exactement. Donc, l'avenir de ces sites, je reviens sur ma question. Pour le moment, pas d'évolution. Est-ce que c'est un bac à sable sur lequel tu t'amuses? Exactement. Ou tu touches plus cela? Pour l'instant, j'y ai plus touché depuis assez longtemps. Ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, j'y ai pas touché. Ça marche encore toujours tout seul. Il n'y a pas des mises à jour d'API ou de quoi que ce soit. Ça tourne vraiment 100% tout seul. Je surveille que le backlog se remplisse pas. Parfois, il peut foirer, mais normalement, ça va. Ouais. Donc non, pour l'instant, Pour l'instant, je les garde comme ça. L'idée, c'est de voir par quoi ils peuvent être remplacés, augmentés. Est-ce qu'ils vont devenir un podcast automatique? C'est tout à fait possible aussi. Pourquoi pas? Avec tous les jours, les brèves. Tu peu justement, déjà savoir quelles leçons t'as retenu un peu de tout ça et c'est quoi la suite? Ce que j'ai vu en fait en lançant et ce que je pensais qui allait se passer, hein, c'était clairement pas forcément les utilisateurs qui allaient en parler, mais les journalistes ont vu un peu leur Black Mirror en se disant ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai été sollicité par pas mal de journalistes pour écrire sur ces sujets-là. En parallèle, en fait, il y avait NewsGuard qui avait fait aussi une espèce d'article comment retrouver des articles d'IA qui est assez mauvais parce qu'en fait, ce qu'ils arrivent à sortir, c'est qu'ils arrivent à le trouver. Mais en fait, 99% de ce qui est écrit comme ça, vous le trouverez jamais parce que c'est bien écrit. C'est pas écrit par une IA, c'est écrit comme c'était par quelqu'un. Ils arrivent à en trouver et c'est des vrais faux, mais il y a plein d'articles qui ne voient pas et qui ne verront pas. Et c'est ça qui est en fait ça, t'en es convaincu. Ça, je le sais, oui, j'en connais plein des sites, ouais. Oui, c'est sûr. Mais même, c'est logique et c'est pas forcément grave. Ça dépend. Non, mais c'est intéressant de se dire qu'en fait, il y aura jamais Alors, c'est là où, en fait, justement, les journalistes et notamment le comité de déontologie de journalisme ont décidé de commencer à écrire des chartes, des guidelines sur eux, ce qu'ils allaient faire. Le conseil de déontologie, de journalisme a notamment fait on va dire pas une charte, mais en tout cas des règles qu'il faudrait suivre, dans lesquelles j'ai pu participer. Donc, ça aussi, c'était intéressant. Donner mon avis en tout cas et donc sur lequel par exemple ne pas auto-publier, ça veut dire il n'y a pas quelque chose de l'IA qui doit être auto-publié sans être relu par un humain et ça c'est essentiel. Moi c'est pas le cas, elles sont auto-publiées à chaque fois. Toi mais c'est une expérience mais effectivement il faut peut-être se réfléchir à se dire que tout doit être relu. Est-ce que les outils doivent être notés s'il y a de l'IA ou pas? À quel degré aussi? Si c'est utilisé que pour réécrire des phrases ou corriger. Ou sourcer, ou donner une première trame. Voilà. Est-ce que là, c'est important? Pas forcément. À partir de combien de pourcents d'humains ou d'IA tu dois mettre il donne des niveaux, effectivement. Et donc, je pense que ça permet un peu d'organiser en se disant, quand je vais lire un journal, un grand journal, Le Monde, Le Figaro ou autre, je sais qu'ils vont tenir à cette charte qu'ils auraient écrit ou qui vont tenir à ces guides du conseil de déontologie. Et donc, je vais savoir la qualité. Donc, je sais que, par exemple, toutes ces brèves-là, potentiellement, elles sont écrites par l'IA parce que ce sera écrit en gros en me disant, voilà, les brèves, dépêche de l'AFP. Peut-être qu'il y a un journal, un jour, va se dire, en fait, j'ai aujourd'hui des stagiaires qui réécrivent, qui passent leur journée à faire ça. Du bâtonnage. Finalement, c'est pas très intéressant. Je pourrais les mettre sur du contenu de qualité. Et donc, ça, on va commencer à le faire réécrire et juste relire en validation. Mais ce sera écrit, je sais que ce sera écrit de manière pertinente. Et quel regard tu poses justement sur l'adoption de l'IA par ces médias en France? Tu trouves qu'il y a une maturité? Alors, j'ai de la chance d'avoir des clients dans les médias qui se posent des questions, que ce soit presse, radio ou télé. Il y a une première partie qui est quand même d'acculturation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sujets sont intéressants? Démystifier peut-être complètement, un peu en interne. Complètement, ça c'est la première partie. Ensuite, il y a effectivement d'édicter ces règles-là, donc écrire des chartes, écrire jusqu'à où on peut aller. Puis il y a des tests, il y a des essais. Alors il y a des journaux qui le font sur la correction orthographique, sur la réécriture. Souvent sur l'editing, ça va être une première manière de le faire. Ça permet d'avoir un premier poste d'édition qui est intéressant.
Certains vont aussi l'écrire, par exemple, du passage de la vidéo à des extraits. Donc, si on parle d'extraits, par exemple, d'émissions, il faut derrière écrire le chapeau, le titre, réécrire le contenu, le résumé. C'est très long si on doit le faire toutes les 30 secondes d'une émission, toute la journée. Et donc, on n'a pas forcément les capacités. Et donc, ça peut être une première partie pour prévoir ces écritures-là. Donc, il y a plein d'automatisations qui peuvent être hyper intéressantes de cette manière. Ok. Et si je m'adresse là aux consultants en innovation, c'est quoi les enjeux à maîtriser pour bien utiliser l'IA au sein d'une organisation média? Comprendre à quoi ça peut servir, toujours contrôler, ça veut dire typiquement, moi j'ai des prompts qui sont écrits par que mes journalistes utilisent. De la même manière, des médias vont peut-être avoir ce qu'on appelle des prompt systems, donc ce qui est un peu caché. Aujourd'hui, ChatGPT en a un, le grand public le voit pas. Bing Chat en a un, le grand public le voit pas. Tu peux peut-être expliquer rapidement, c'est intéressant, mais c'est qu'à chaque requête, on renvoie un grand prompt caché, mais qui donne le cadre un peu de ce qu'on attend comme réponse. Par exemple, pour une entreprise, on va lui dire ne parle pas des concurrents, tu vas devoir vous voyer, tu vas devoir ne jamais parler de ces sujets-là, etc. Et de la même manière, on pourrait avoir ces règles-là qui vont être de base éditées par un journal, en disant voilà ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire, les phrases qu'il faut pas dire, les phrases qu'il faut dire, ce qui permettra déjà de contrôler, et puis ensuite d'accompagner chacun des journalistes, des éditeurs à avoir une boîte à outils qui va leur permettre d'utiliser d'une manière assez sereine. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus complexe, qui est le processus en lui-même. Dans quel endroit du processus journalistique ou d'édition on va utiliser de l'IA? À quel endroit, en fait, il y a une valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait des copier-coller entre 3 programmes, alors qu'en fait, on pourrait l'automatiser. Parce qu'il y a quelqu'un qui écrit à la main les citations, alors qu'en fait, on pourrait reprendre du speech to text. Voilà. Donc voilà, c'est déjà aussi revoir ces processus-là, parce qu'on peut gagner du temps sans que ça change la qualité en fait journalistique. Et au contraire, ça va pouvoir augmenter la qualité. Oui, plus de créativité. Si tu économises ton énergie sur des choses un peu à faible valeur ajoutée, tu peux la remettre... ou faire des économies. Ça, c'est aussi effectivement une possibilité. Dans les enjeux, dans les craintes. Dans les craintes, c'est je pense qu'au contraire, ça va pousser du contenu de qualité. Le journaliste va avoir encore plus de force et d'importance. Et donc, on va avoir des articles peut-être de meilleure qualité, plus longs, plus fournis, parce que tout ce qui va être bref va être moins intéressant, moins important, on va pouvoir peut-être l'automatiser. Et donc, c'est ce qualité premium, on va dire, qui va être intéressant et qui va gagner, je pense, cette bataille. On l'espère. En tout cas, ça, c'est les espoirs, c'est les grands espoirs. Et t'as des médias qui t'ont contacté juste pour vraiment faire des médias basés sur ces prompts un peu, des choses très, je vais pas dire dark, mais on sent bien qu'on est à la limite. Toi, c'est une expérience. Et comme tu parlais de Black Mirror tout à l'heure. Il y a des médias, des agences de pub aussi, souvent des annonces, pas des annonceurs, mais plutôt des agences, qui eux trouvent ça un intérêt quand ils vont devoir multiplier des écritures spécifiques pour des clients ou créer des sites de toutes pièces pour des opérations éditoriales. Ça, c'est moins de scrupules forcément, parce qu'il n'y a pas le sujet d'écologie, journaliste. D'un coup, on se dit finalement, si je dois écrire un site pour la Coupe du Monde de rugby, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby là, et que je dois mettre du contenu dedans, est-ce que j'ai besoin de passer des dizaines de journalistes qui vont écrire dessus pour juste rappeler les règles du rugby, ou est-ce que je peux le faire écrire finalement en lui donnant une source spécifique de Wikipédia, et il va me réécrire les règles comme il faut dans un style que j'aurais demandé, et pré-remplir un peu. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas du contenu de qualité qui, lui, se rapproche de la marque et réécrit par... Ouais, bien sûr, mais en feeling, enfin, on va dire... Mais en feeling du site, effectivement, on va pouvoir remplir de manière assez automatisée. Est-ce que tu as vu des trucs cool dans l'IA? Donc là, ce que tu le dis, ça fait déjà quelques mois, toi, que tu as lancé ces sites-là. Dans mars-avril, je crois que je les ai lancés. Donc c'était il y a presque une éternité en termes d'IA générative. C'est aussi ce qu'on rappelle. Et ce que tu disais au début, c'est que ça va très vite, ça ne s'arrête jamais et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que si tu devais refaire, tu le ferais différemment? Tu as parlé de podcast. Est-ce qu'il y a des... Alors, sur les sites en eux-mêmes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'améliorations. Vu comment ça tourne plutôt bien, il y aura peut-être de l'amélioration dans mon code plus que dans la manière dont c'est utilisé. On pourrait rajouter des choses, d'autres images, il y a plein d'autres choses, mais finalement, pour ce que ça doit montrer, ça tourne très bien et ça continue à bien tourner. Ce qu'on voit aujourd'hui arriver, et qui est peut-être encore plus pernicieux, ça va être le son, l'image. Aujourd'hui, moi j'ai ma propre voix de clonée, mais j'ai aussi les clones d'à peu près tous les hommes politiques qui existent. Que toi tu as refait. Que j'ai refait, et que ça prend quelques minutes en fait à refaire ou heures. C'est pas très très long. J'ai aussi, par exemple, mon propre avatar vidéo. C'est-à-dire que je peux, là j'ai participé à une conférence à Melbourne et je voulais pas me filmer, ça me prenait du temps. En fait, j'utilisais mon avatar, je lui ai fait dire ce que je voulais
Et en fait, il parlait. Mais parlait c'était pas moi. Voix, avec ma voix, mes gestuels et j'ai vu passer les celle qui a pas mal marché de Michel Lévy-Provençal, qui a fait une vidéo comme ça avec son avatar. Ouais, et même, je crois avec que le texte. les langues. Ouais. Alors ça, il y avait les langues et il y avait l'avatar aussi vidéo et le texte qui faisait. Exactement. Tout était faux. Exactement. Donc ça, moi, je l'avais fait aussi. Je l'avais fait un peu en avance, parce que j'avais eu accès à la bêta de iGen, et puis je l'avais déjà fait aussi sur d'autres. iGen, oui, c'est le truc de traduction. Ouais. Ça, c'est. Et c'est aussi chez eux qu'on peut faire maintenant ce qu'on appelle Instant Avatar, qui est justement donc avec entre 2 et 3 minutes de vidéo. Ça suffit pour créer ensuite un avatar qu'on peut réutiliser. D'accord. Donc ça, c'est assez fort, et il est censé avoir des garde-fous pour pas faire n'importe quoi. En réalité, on peut un peu les outrepasser. Mais voilà, aujourd'hui, on peut très bien réutiliser. Ça, je l'ai déjà fait pour chez des clients ou des choses comme ça. Et on peut imaginer, par exemple, avoir un podcast comme on fait aujourd'hui, mais qui serait complètement faux, avec nos voix, avec nos vidéos, parce qu'elles sont enregistrées. On peut refaire des podcasts autant qu'on veut. Mmh. Ouais, on pourrait avoir une chaîne qui tourne de podcasts sur des sujets qu'on connaît même pas. De nous deux en train de parler. Exactement, de sujets qu'on ne connaît pas. Ouais. Parce qu'on va lui demander d'aller sourcer sur Internet, et on va être hyper bon sur plein de sujets qu'on ne connaît pas. Ah, c'est dingue. Et ça, on peut le faire. Un autre sujet qui est intéressant, si on reprend les journalistes, mais on pourrait avoir une chronique de quelqu'un toute la semaine. Et en fait, il les écrit, il les envoie, et ça recrée sa chronique automatiquement, vient voir choisir les bonnes photos d'illustration, etc. Ouais. Et c'est lui qui parle, et c'est son texte, et donc ça peut fonctionner aussi. Voilà, donc on peut aller sur ces directions-là qui sont intéressantes. Il commence à y avoir un peu des chaînes on peut imaginer dans des chaînes de radio, quand il y a les brèves de news, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui tous les quarts d'heure va redire la même chose tous les quarts d'heure, ouais. Alors qu'en fait on pourrait juste changer un peu le texte, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et en fait réenregistrer. Il y a des outils aussi qui sont intéressants. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Descript, sur lequel on peut réécrire des discours ou des textes, et si on prend ce texte-là, je peux enlever un mot, en remettre un, et réaligner pour que ça corresponde bien. D'accord, oui, donc ça va vraiment, ça peut vraiment aller très 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 loin. Donc c'est là où il faut mettre des garde-fous, des charts, des guides, expliquer ce qu'on peut faire. Ça va pas finir les débats dans les médias, tu vois, parce que c'est vrai que entre les charts, ceux qui veulent y aller, ceux qui ne veulent pas y aller. Enfin, après, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ce sera soit on y va en full, soit ce sera de l'aide dans l'editing, etc. Mais je pense que on n'a pas vraiment fini d'en discuter. Est-ce que pour la dernière question, t'as un truc cool à nous recommander? Alors peut-être pas que sur l'IA, mais peut-être sur autre chose que tu as pu voir, parce que là tu nous en as déjà dit pas mal sur l'IA. Si, quand même, pour regarder sur l'IA, donc on avait beaucoup de gens avaient regardé les générations d'images au début. Ouais. Là on arrive vraiment sur la génération de vidéos. Moi j'avais fait une fausse pub Nike par exemple, qui est complètement, toutes les images sont fausses. Toute la vidéo est fausse, entièrement. Une pub, que ce soit l'histoire, le son, la musique, les images, les vidéos, tout. Et en ce moment, il y a un festival, mais plutôt un concours de Runway, qui est une des boîtes qui est leader sur ça. Et en fait, il y a plein de gens qui ont fait du coup des courts-métrages. Et c'est hyper intéressant de voir tous ces courts-métrages qui utilisent l'IA générative. C'est une nouvelle créativité. En fait, il y avait une peur que il y a la grève des scénaristes, des acteurs, qui aujourd'hui, par exemple, interdit aux scénaristes d'utiliser de l'IA ou de réincorporer des connaissances, pareil pour les acteurs, d'utiliser leur voix, etc. Alors qu'en parallèle, on a toute une nouvelle culture de créatifs qui soit ne savaient pas créer et maintenant ont un outil pour le faire, soit ont commencé à réutiliser. Je vois des directeurs artistiques ou autres qui réutilisent ces technologies-là intégrées dans leur propre processus. Et ça, c'est un trend qui va arriver. Ouais, ce qui est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, effectivement, ça fait exploser la créativité. On l'a déjà dit, mais les meilleurs sont ceux qui ont des plus d'idées. Si t'es créatif et que t'as des idées, les résultats avec l'IA générative seront 1000 fois meilleurs que quelqu'un qui a pas d'idées. Même si moi, par exemple, qui suis pas forcément le mec le plus créatif du monde, j'arrive à des trucs qui sont déjà assez fous. Quelqu'un qui a des idées, qui est un vrai artiste. Donc c'est vraiment plus les exécutants qui quelque part sont peut-être à risque, ou alors ils vont réintégrer eux-mêmes ces technologies-là pour être plus performants, pour mettre la valeur ajoutée de ce qu'ils savent faire aux bons endroits. Donc c'est pas forcément un remplacement, c'est plutôt une utilisation de nouveaux outils. Utiliser Photoshop quand avant on dessinait sur papier, ça a ouvert en fait plus de création que ça n'en a arrêté. Pouvoir filmer en numérique plutôt que sur du film. Ça crée comme les appareils photo numériques, etc. Donc c'est pas forcément limitatif, ça va peut-être pas remplacer complètement l'effet Kodak, il faut faire attention, mais voilà, il y aura peut-être pas ce remplacement-là, mais peut-être qu'on aura justement cette ouverture de créativité. On suivra ça de près, notamment dans Mediarama, où j'ai bien envie de mettre en avant l'IA. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec toi. En tout cas, merci de ton retour d'expérience. Je mettrai les liens, même s'ils sont
pas des sites les plus récents, mais c'est quand même assez... Ils sont à jour. Ils sont à jour. Il y a tous les jours. Il y a des news tous les jours. On peut suivre Tech Génération en attendant peut-être que tu sortes. J'imagine que là, si on regarde, il y a les derniers MacBooks. J'ai même pas regardé, mais... Écoute... normalement, ça devrait. Ça parle d'Exa, ça parle les nouvelles pommes d'Apple accélèrent. Voilà. Voilà. Donc non, il y a plein de. Voilà. C'était cette nuit, donc. Exactement. C'est sur les MacBook Pro, il y a plein de choses dessus. Et puis des belles recettes sur Cuisine Génération. Je mettrai aussi les liens pour aller voir. Harry, merci pour ton temps. C'était hyper intéressant de voir ça. J'espère que ça ouvre un peu les chakras, même si c'est un exemple un peu extrême pour nous dans les médias. Mais c'est le but. C'est un peu bac à sable. On peut pas ne pas regarder ça. C'est intéressant. Merci Harry encore une fois. Merci à Mediarama. Tous et à tous d'avoir écouté cet épisode ou regardé cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.